Vaste question. Alors je ne sais pas si, je peux en sortir 3 de mon chapeau comme ça, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément dans l'ordre. Je pense qu'une des premières choses à faire consisterait à prendre le temps de réfléchir. Parce que la réflexion, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif. On est souvent la tête dans le guidon, plongé dans les dossiers et fixé sur des objectifs à court ou moyen terme, mais il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est la ville aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin, pour bien planifier, de bien comprendre la ville. Et pour bien la comprendre, il me semble que c'est important de connaître son histoire, comment elle a grandi, comment on en est arrivé là. Connaître l'histoire, ça permet de mieux comprendre les problèmes d'aujourd'hui et le cas échéant, ça permet de mieux planifier l'avenir. Dans une ville comme Dakar, comprendre l'histoire, c'est aussi comprendre, enfin pas seulement l'histoire, mais la géographie, la morphologie de la ville, et quelque chose qui a une importance dans les problèmes que la ville rencontre aujourd'hui. Donc comprendre que Dakar a été installé sur une presqu'île explique en grande partie les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui et notamment les problèmes de mobilité. On avait au départ une petite ville conçue par des colons pour quelques milliers d'habitants et on se retrouve avec un espace saturé pour des millions d'habitants. Forcément, ça pose des problèmes. Donc comprendre comment tout ça est arrivé là, comment ces petits quartiers, ces petits villages divers, on est arrivé à la ville d'aujourd'hui, c'est très important. Et ça permet d'expliquer les inondations, ça permet d'expliquer énormément de choses. Et ensuite, une fois qu'on s'est arrêté et qu'on a réfléchi, on peut commencer à planifier. Alors la planification ici au Sénégal, c'est un exercice un peu théorique, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait sans planification et toute la planification qui est faite n'est pas respectée. Donc c'est vraiment un exercice nécessaire, mais en même temps un peu douloureux ou en tout cas un peu frustrant parce qu'elle n'est pas respectée. Et quand même elle existe, elle n'est pas respectée par ceux qui sont chargés de la faire appliquer. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est une question compliquée. Personnellement, il doit y avoir plusieurs problèmes en fait. Personnellement, je suis convaincu que la planification n'est pas bonne. Elle est pas forcément bien faite et en plus, elle est le résultat de d'un système administratif compliqué où on retient après appel d'offres des bureaux d'études qui ne sont pas forcément les meilleurs ou qui n'ont pas forcément une expérience avérée de ce genre d'études. Donc je pense que la planification n'est pas bonne. Ensuite, ces documents de planification qui sont faits par des bureaux d'études étrangers, généralement, avec l'appui de bureaux d'études locaux éventuellement. Ces documents-là sont remis à des administrations qui sont chargées de les faire vivre, de les appliquer, de les faire respecter. Et je pense que là aussi, il y a un problème, parce que la planification, ces documents-là, lorsqu'ils sont utilisés au niveau local, sont, à mon sens, pas forcément très bien utilisés, pas forcément très bien compris, etc. Et puis, il y a la question aussi de l'information sur ces documents-là. L'information n'est pas très connue, elle n'est évidemment pas connue du grand public, mais on n'attend pas du grand public qui connaisse ces documents de planification, mais pas bien connue des usagers qui sont chargés de l'interpréter, de la faire vivre. Mais ça veut dire que ça militerait pour que l'administration elle-même ou les villes fassent leurs propres documents de planification, oui, plutôt que de faire appel à des ressources extérieures. Certainement oui, à condition que ces villes aient les ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser ces documents de planification. Oui, bien sûr. Ce serait l'idéal.
Je pense par exemple au problème, de l'eau, tout simplement. Hein, c'est un problème mondial, mais c'est un problème spécifique de la ville de Dakar. On avait donc une petite ville coloniale qui utilisait les ressources naturelles du sous-sol pour alimenter, pour donner de l'eau aux populations qui habitaient dans cette petite ville. Et puis l'espace s'étant densifié, plus encore d'ailleurs après les grandes sécheresses des années 70 qui ont fait venir de grandes quantités de population dans des espaces qui n'étaient pas constructibles, hein, justement. Mais l'espace s'étant densifié, cette nappe phréatique, cette eau du sous-sol, progressivement est devenue trop polluée et insuffisante pour qu'on puisse la boire directement. Donc il a fallu la traiter. Et puis c'était encore insuffisant. Donc on est allé chercher au nord du Sénégal, depuis le lac de Guiers, on a créé une conduite pour ramener de l'eau jusque dans la ville de Dakar. Mais la nappe existante, il faut quand même la pomper, parce que sinon elle déborde et ça crée des inondations dans ces quartiers où les gens se sont installés de façon irrégulière. Donc en gros, l'eau qu'on boit au robinet aujourd'hui est de l'eau pure, en quelque sorte, qui vient du lac de Guiers depuis le nord du Sénégal, mélangée à de l'eau sale qui est pompée dans la nappe phréatique. Et aujourd'hui, on doit pomper à vie. Pour les 500 ans qui viennent, on doit pomper, comme les Shadocks. Hein. Je ne sais pas si c'est une référence, mais on pompe. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus pour est-ce que c'est pas plus intelligent de déplacer la capitale? Est-ce que c'est peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions? Parce qu'aujourd'hui la société chargée de la gestion de l'eau au Sénégal, en gros un robinet à 3 positions, soit je mets au robinet de l'eau polluée, soit je laisse la nappe phréatique déborder et inonder les populations, soit je ne pompe pas, et dans ce cas-là, soit je pompe trop, et dans ce cas-là, c'est l'eau de la mer qui rentre dans la nappe phréatique, et par effet de cisaillement, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la nappe phréatique devient salée. Donc, c'est une situation complètement absurde, c'est l'un des défis, à mon avis, que doit relever la ville de Dakar. Mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai le sentiment qu'on est condamné, mais j'ai le sentiment que ponctuellement, on peut résoudre certains problèmes. C'est une ville qui ne fonctionne pas bien, qui a des problèmes de mobilité, qui a des problèmes de transport, qui a des problèmes d'espace vert, qui a des problèmes de circulation piétonnière, qui a des problèmes de centre d'intérêt. Il n'y a tout simplement pas dans cette ville d'endroits où on a envie d'aller pour se promener, pour se détendre. Il n'y a pas de centre d'intérêt. Donc il y a une multitude de difficultés, de problèmes comme ça. Certains d'entre eux peuvent être résolus. La création d'espaces verts, par exemple, c'est quelque chose qui peut être résolu. L'amélioration de la qualité de l'habitat, ça c'est un des autres défis de la ville de Dakar, c'est quelque chose qui peut être résolu, mais il y en a d'autres comme le problème de l'eau que j'évoquais à l'instant, qui à mon sens sont insolubles, sauf à déplacer complètement la ville, ou à raser complètement la ville. Mais, ce qui paraît quand même assez illusoire. C'est tout à fait illusoire, mais bien entendu. Je pense qu'il n'y a pas une conscience, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire, cette prise de conscience est en train de se faire. C'est une prise de conscience, je dirais, de la part d'une élite. C'est pas répandu dans le grand public, hein. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience non seulement de la qualité de ce patrimoine, mais de ses enjeux, y compris de ses enjeux économiques. Dans quelques jours, il va y avoir à Gorée un festival qui s'appelle Gorée Diaspora Festival, dont le thème cette année est celui des enjeux économiques du patrimoine. Donc
petit à petit, cette prise de conscience se fait. Il y a, depuis quelques jours, circule en ligne aussi une pétition pour sauver l'ancienne gare de Dakar, qui est un bâtiment d'une belle qualité architecturale et qui est à l'abandon quasiment depuis quelque temps et dont on craint qu'elle disparaisse au profit de projets dont on ignore un peu la nature. Donc, et pas mal d'autres initiatives de ce type-là. Il y a également une pétition qui s'appelle Sauvons Gorée, là où je suis directement impliqué, pour sauver le patrimoine de l'île de Gorée, tout en maintenant les populations sur place. Donc toutes ces initiatives mises bout à bout montrent qu'il y a un réel intérêt pour ça. Néanmoins, c'est quand même encore un intérêt très exogène. Un intérêt de l'extérieur pour le patrimoine sénégalais, qu'il soit patrimoine mondial de l'humanité ou simplement patrimoine. Ça reste encore souvent des gens de l'extérieur qui s'intéressent beaucoup au patrimoine sénégalais et il n'y a pas encore une prise de conscience très, très solide de la part des Sénégalais eux-mêmes pour leur patrimoine. Disons que il faut bien comprendre aussi qu'on est notamment ici à Dakar, en ville, dans une ville qui subit de profondes mutations, avec, comme dans toutes les grandes villes du monde, une très forte spéculation foncière et immobilière, et que quand on a une petite villa sur une centaine de mètres carrés qui a un intérêt patrimonial, qui date de l'époque coloniale et qui a un intérêt patrimonial ou architectural, elle est en sursis aujourd'hui parce qu'il y a des spéculateurs qui vont s'intéresser à construire un immeuble de 10 étages sur cette parcelle de 100 mètres carrés. Et c'est forcément le spéculateur avec des millions qui va gagner parce que la villa ne vaut pas ça. On est tout à fait dans ce schéma-là. On n'y a simplement pas pensé. On a un ministère, je schématise, mais on a un ministère chargé du tourisme qui s'occupe du tourisme, on a un ministère chargé de la culture qui s'occupe du patrimoine, on a un ministère chargé de l'urbanisme qui s'occupe de l'habitat, etc. Je crois qu'on a aussi un ministère qui s'occupe de la construction. Donc on a des secteurs qui sont pas étanches, mais presque, et cette réflexion qui devrait être conduite par tous les départements en charge de l'avenir économique de la ville ne parlent pas assez entre eux, n'ont pas assez de discussions conjointes. Il est clair que ce que tu disais est évident. Hein, l'enjeu économique de la ville en valorisant le patrimoine vis-à-vis du tourisme est quelque chose de fondamental. On en a vaguement conscience, mais on n'en fait pas une ligne politique. On sait que l'île de Gorée a une histoire forte, est un produit patrimonial qui est vendu à l'étranger, point. Et puis surtout, on ne vend qu'un aspect. Hein. On va vendre l'esclavage, on ne va pas essayer de vendre ce qui s'est passé avant ou après, ça ne se justifie pas. Donc il n'y a pas véritablement de réflexion sur ce plan-là, et je pense qu'effectivement ça manque très cruellement. Alors il y a sur Saint-Louis un projet de l'Agence française de développement qui est en train de se mettre en place, qui vise justement ça. C'est un projet d'appui au développement touristique qui a un volet patrimoine. Et je pense que c'est cette approche-là qu'il faut avoir à l'avenir, et pas simplement pour la ville de Saint-Louis, mais pour Dakar et le reste du Sénégal. C'est exact, hein, absolument. J'essaie toujours d'imaginer comment était construite Dakar au départ, avec un petit
comment dire, des colons qui s'installent dans un petit village traditionnel qui s'appelait Ben ou Ndakar à l'époque. Les colons qui s'installent là, qui plantent le drapeau français, qui créent une ville. Pinet-Laprade qui fait le premier plan cadastral de la ville. Donc dans un petit coin de la presqu'île du Cap-Vert, cette ville coloniale qui est en train de se mettre en place. Parallèlement aux autres extrémités de la presqu'île, on a des petits villages disséminés comme ça. Et puis sur les cartes anciennes, on voit très bien des petits sentiers qui relient tous ces petits villages entre eux jusqu'à la ville coloniale. Et puis quand on regarde les cartes anciennes et puis les photographies aériennes anciennes, on s'aperçoit que ces petits sentiers là sont devenus des routes. Certains champs sont devenus un aéroport ou des choses comme ça. Et puis la ville se construit et se densifie comme ça. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Il faut faire d'urgence une autoroute pour sortir de ce goulot d'étranglement que représente la presqu'île du Cap-Vert, arriver à redonner un peu de fluidité, de mobilité urbaine. Donc on crée une autoroute. L'autoroute, elle ne se crée plus du tout à partir d'un petit sentier. On est obligé de casser à travers les maisons. On crée une nouvelle couche. On crée une nouvelle couche. Et effectivement, les villes, au bout d'un moment, la ville ancienne et les petits villages anciens ne se lisent plus. Encore que il y a certaines exceptions. J'ai découvert par exemple que le petit village de Cambérène, au nord de la presqu'île du Cap-Vert qu'on voit sur certaines cartes, qui est un petit village très très étonnant parce que c'est un petit village traditionnel autour d'une place rectangulaire avec les cases organisées en concession en forme d'écailles de poisson autour de cette place rectangulaire. Donc on voit, il y a certaines photographies aériennes prises dans les années 1930 de ce petit village de Cambérène. Quand on regarde la ville aujourd'hui, la photo aérienne Google de ce village de Cambérène, il existe encore. Il y a toujours cette place rectangulaire, il y a toujours des immeubles, cette fois-ci organisés en écailles de poisson autour de cette place rectangulaire, etc. Donc on arrive encore à le village de Ngor, c'est pareil, on arrive encore à lire un peu cette ville ancienne et cette architecture ancienne, cette organisation ancienne, et en même temps, les problèmes restent compréhensibles. On comprend bien les problèmes d'inondation, par exemple. On voit très bien sur certains plans de l'époque coloniale que certaines zones étaient inconstructibles et que les gens se sont installés sur ces zones inconstructibles. Et ce sont les premiers touchés lorsqu'il y a des inondations. Alors, il faut comprendre, je m'excuse de revenir toujours à l'histoire, mais enfin ça me semble important de comprendre pourquoi cette ville est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a deux grands équipements fondamentaux qui ont fait que Dakar est Dakar aujourd'hui. D'une part, c'est le port, et d'autre part, c'est le chemin de fer. La capitale du Sénégal à l'époque coloniale, c'était Saint-Louis. À partir du moment, dans les années 1880, où il y a eu la ligne de chemin de fer Saint-Louis-Dakar, petit à petit, progressivement, la ville de Saint-Louis a perdu de sa prééminence et toute l'activité économique s'est transportée sur Dakar, Rufisque et Dakar. Donc voilà, donc l'importance du chemin de fer dans l'histoire de cette ville n'est pas à démontrer. Et cette importance-là, petit à petit, s'est perdue. Pour des tas de raisons, des raisons économiques, des raisons historiques, beaucoup de raisons, mais la vétusté du réseau qui a été mal remplacé, mal géré, qu'on n'a pas su faire vivre, fait qu'aujourd'hui, il est devenu quasiment à l'abandon, et y compris le chemin de fer historique qui allait jusqu'à Saint-Louis est complètement désactivé. Même celui qui allait la ligne qui allait jusqu'à Bamako ne sert plus que pour le transport de marchandises. Et donc il ne reste de ligne qu'un vague tronçon qui va de Dakar jusqu'à la ville de Thiès, grosso modo à 80 km de Dakar, et ne sert qu'au transport donc interurbain, transport de passagers, et sert très très mal à une vitesse ridicule parce qu'il est
parce qu'il n'est pas confortable, parce qu'il n'est pas maintenu, parce qu'il est mal géré, toujours la même chose. Et petit à petit, ce réseau tombe en désuétude. Il n'en reste pas moins que les autorités, je mets les autorités au sens large, ont bien conscience de l'importance et de la nécessité du chemin de fer en général, du chemin de fer et de certaines lignes en particulier, notamment la ligne qui va relier le nouvel aéroport qui est actuellement en construction dans la périphérie de Dakar, donc une ligne passager, une desserte rapide de passagers pour ce nouvel aéroport, ainsi que divers autres projets de chemin de fer, projets pour relier Saint-Louis et Tanger au nord, des projets pour relier Djibouti à l'est en passant par Bamako, pour relier la Guinée-Bissau au sud, etc. Il y a plein de projets, et même dans Dakar, des projets de tramway. Mais tous ces projets-là sont encore, en tout cas pour la connaissance que j'en ai, à l'état du concept. Certains à l'état de préfaisabilité, ne sont pas très avancés. En tout état de cause, l'État n'a pas les moyens de les développer et ça ne pourra se faire qu'avec l'aide de compagnies privées, d'investisseurs privés, qui va poser d'autres types de problèmes que les Sénégalais devront appréhender, en tout cas surmonter, hein, de préférence nationale, des choses comme ça. Mais enfin, si on veut sortir de cette situation, il faut forcément passer par là, par des investisseurs étrangers. Donc le chemin de fer en ville est une réflexion qui est posée sur la table, mais qui est encore loin, à mon avis, d'être aboutie. Mais qui, selon toi, devrait être développée. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ouais. La question du tramway est essentielle. Disons que l'une des grandes difficultés auxquelles on se trouve confronté, c'est la saturation de l'espace urbain. C'est-à-dire que quel que soit le type de travaux qu'on veut engager pour l'avenir de cette ville, il faudra déplacer énormément de population. Ces déplacements, tels qu'ils ont été entrepris, et notamment avec le projet d'autoroute à péage, sont des déplacements qui sont extrêmement coûteux. Je n'ai pas d'ordre de grandeur, de chiffres précisément en tête, mais en ordre de grandeur, le coût de l'autoroute à péage de 400 milliards de francs CFA, il y en a un bon tiers qui est consacré aux indemnisations, aux déplacements de population ou au recasement de population. Donc c'est des coûts qui sont gigantesques et qui ne sont pas supportés par les bailleurs de fonds, qui doivent être supportés par le gouvernement, par l'État du Sénégal. Et donc c'est un des vrais défis de la ville du futur. Arriver à déplacer des populations de manière involontaire, sans trop de heurts, sans trop casser des œufs, c'est un vrai défi. Donc du coup, ça milite aussi en faveur des lignes de train existantes, puisque le foncier est libre à cet endroit-là. Oui, mais les lignes, oui, absolument. Les lignes de train existantes sont vraisemblablement insuffisantes pour une bonne desserte de la ville de Dakar. Hein. Elles sont non seulement insuffisantes, mais elles sont aussi obsolètes. Et parce que c'est du chemin de fer, c'est des anciens rails à écartement métrique. Maintenant, on est passé à des écartements standards et qui fait qu'on peut plus. Il faut renouveler l'ensemble de l'infrastructure. Donc, c'est insuffisant parce que ça n'arrive qu'en un seul point dans la ville. Ça ne permet pas de faire un tramway qui va desservir l'ensemble de la ville. Et en plus, c'est obsolète. Donc, il faut de toute façon tout remplacer.